Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture. Bienvenue dans Belle Ligne. La mer attire, la mer dévore. Le ventre de l'Atlantique reste toujours insatiable face à l'avenir de ces jeunes Africains qui se fracassent sur les vagues de l'oubli. Les morts, on ne les compte plus. Cette tragédie est devenue une pure banalité. Sommes-nous décisifs? Sommes-nous condamnés? En tout cas, l'auteur de En allant en Cansado pose le débat, l'éternel débat sur la migration irrégulière, tout en mettant le curseur sur le piège. Nous l'accueillons, elle est journaliste, elle est écrivaine, elle est une femme de lettres, elle s'appelle Nafissatou Diouf. Bonsoir. Bonsoir Papa Lune. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Les bateaux sont en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été construits. Ces mots commencent le livre de l'alchimiste écrit par Paulo Coelho, qui fait un peu l'apologie du voyage. Mais si on transcrit cette réalité en Afrique avec ce drame migratoire, doit-on parler de voyage ou de suicide? En fait, pour moi, je préfère dire que c'est un voyage, pas un suicide. Tout simplement parce que pour convoquer le prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui, qui disait « Allez chercher le savoir jusqu'en Chine ». Et déjà, dans ce qu'il dit, il y a la métaphore du voyage. Donc, le voyage initiatique, le voyage pour le savoir. La jeunesse africaine voyage. Je mets tout de suite les pieds dans le plat parce que je veux qu'on parle de la jeunesse africaine. Voyage pour aller voir ce qui se passe ailleurs que dans le continent. Après, effectivement, on peut revenir sur les motifs de ce voyage-là. Pourquoi voyager? Pourquoi ne pas rester chez soi? Et pour moi, rester chez soi, je vais y arriver, c'est tout simplement ne pas être ambitieux de développer son pays, de développer son continent, parce que forcément, en sortant, on ramène quelque chose. Donc pour moi, le voyage, ce n'est pas un suicide. Pour moi, prendre ces bateaux, ce n'est pas un suicide, c'est tout simplement une ambition. Mais ce voyage, il est tragique. Et nous allons prendre l'itinéraire d'un de vos personnages qui s'appelle Sidi. Il est l'aîné de la famille. Il doit défoncer les portes de la réussite sociale. Et prendre les bateaux, même si ce sont des bateaux de fortune, devient un devoir familial, une exigence familiale, la réussite. Absolument. Vous abordez une question importante, une question qui traverse les générations, c'est la question de la réussite. Évidemment, c'est une question difficile, tout simplement parce que la réussite, ou encore la notion de réussite, peut être différemment interprétée. Si on prend l'exemple de l'un des personnages, effectivement, En allant à Cansado, en l'occurrence Sidi, oui, il voyage par devoir, il voyage parce qu'il veut, pas remplacer son père, mais parce qu'il veut devenir le père qu'est son père, justement, tout simplement parce que aussi il y a la figure du père qui remplit la maison, la figure du père qui remplit ses devoirs, mais aussi la figure du père fatigué qui attend, même s'il ne le dit pas, que son fils aîné le remplace. Et là, effectivement, il y a une charge émotionnelle. Peut-être que le livre n'est certainement pas arrivé à porter, mais aussi une charge politique. Si on définit la politique comme la gestion des affaires de la cité, ici justement dans l'enceinte de la maison justement de Sidi, de maman Ramatoulaye, sa maman justement, il y a cette charge qui est de porter haut le flambeau du père. Et porter haut le flambeau du père, c'est quoi? C'est justement réussir, c'est-à-dire avoir une maison décente, parce qu'actuellement, en tout cas au début du livre, la maison de Sidi n'est pas ce que Sidi voudrait qu'elle soit. Emmener sa maman à la Mecque, donc vraiment qu'elle se repose. On voit justement aussi la figure de la mère qui prend aussi toute sa place dans la maison, qui essaie de faire en sorte que les 3 repas quotidien soit respecté malgré les vicissitudes de la vie. Exactement. Vraiment, il y a des situations justement que Sidi veut améliorer. Il y a tout simplement le fait que dans le village, ceux qui réussissent sont partis, ceux qui réussissent ont franchi justement les mers, et c'est aussi cela En allant à Cansado. Et c'est justement réfléchir sur la réussite, sur, si on veut, l'échelle sociale. Est-ce que réussir, c'est voyager? Est-ce que réussir, c'est remplacer son père? N questions, justement, qui poussent
peut-être mes personnages, j'allais dire les personnages d'En allant à Cansado parce qu'ils appartiennent à l'histoire, peut-être à justement entrer malgré eux à leur corps défendant dans ce piège que j'essaie de décrire. Et ça nous pousse à poser cette question, Nafissatou. C'est quoi réussir? Pourquoi la réussite sociale est devenue une condition sine qua non à notre existence? Pourquoi de nos jours, l'avoir prime sur l'être? Parce que ces jeunes que vous décrivez, ces jeunes qui veulent réussir, mais bravent les océans, la Grande Bleue, ils savent que c'est un cimetière pour ces jeunes Africains-là, mais la question de survie, la question de la réussite sociale les pousse forcément à partir. Pourquoi la réussite est devenue une condition sine qua non pour notre existence? C'est une question à double sens, c'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que réussir? Je n'ai pas la réponse, mais je puis dire que réussir peut-être c'est vivre son rêve. Et si le rêve de ces jeunes, c'était justement de sortir, peut-être qu'en se faisant engloutir dans le cimetière marin ou par le cimetière marin, peut-être qu'ils auront réussi à franchir le cap de sortir, ou en tout cas, ils auront réussi le cap de faire comprendre à leurs parents que oui, ils sont capables d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ils n'ont pas, je vais pas dire ils n'ont pas réussi parce que je me serais contredite. Ils ont réussi parce qu'ils sont sortis. Après, sont-ils arrivés ou pas? Peut-être que là n'est pas la question. Mais c'est parce qu'ils sont sortis, peut-être qu'ils auront réussi. Autrement, est-ce que justement réussir, c'est une condition pour vivre? Oui. À mon sens, non. Justement, et ça me revient à un débat que j'ai eu avec des amis il y a quelques années sur justement la notion de réussite. Est-ce que réussir justement, c'était accumuler beaucoup d'argent dans son compte en banque? Est-ce que réussir... Avoir une maison, des voitures, etc. Est-ce que finalement, réussir, c'était quelque chose de concret? Ou est-ce que aussi la réussite, c'était pas finalement quelque chose qui nous permettait d'être tranquille avec notre conscience, comme on dit, de dormir sur ses deux oreilles? En tout cas, je laisse évidemment en suspens cette question parce qu'y répondre nous, pour moi, cloisonnerait dans une certaine autosuffisance, justement, dont ne se complaient pas, justement, les personnages dans En allant à Cansado. Et me revient aussi ces trois cycles d'un grand auteur qu'on appelle Albert Camus, qui a, tout au long de sa vie, prématurément et tragiquement interrompu parce qu'il est mort dans un accident de voiture. Il a d'abord commencé avec le cycle de l'absurde en se disant mais finalement cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce que Sisyphe roulant justement son rocher à l'infini et qui retombe et qu'il est encore obligé de remonter la pente et de redescendre, Sisyphe ne trouve pas de réponse à sa question justement de est-ce que vivre c'est possible. Il a la réponse justement, il n'a pas de réponse, justement. Il a le silence. Et face au silence, le grand auteur qui est Camus se dit non, c'est pas parce que je n'ai pas de réponse que je vais me complaire dans cette tragédie du silence, je vais me révolter. Et attention, la révolution n'est pas la révolte. Et les personnages d'En allant à Cansado le savent, justement dans le camp de rétention, quand un des personnages essaie de sortir de ce camp, il ne fait pas la révolution. Ouais. Tout simplement parce que, et pour reprendre Camus, la révolution justement, c'est mettre en porte-à-faux des idéaux. C'est-à-dire, c'est tout simplement donc réfuter les idéaux de liberté. Alors que la révolte induit l'action, et c'est justement dans l'action que se termine, ou en tout cas que s'ouvre un autre cycle, qui est le cycle de l'amour. On se révolte, on est dans l'action pour justement pouvoir sublimer les êtres qu'on aime. Et effectivement, pour moi aussi, pour répondre à votre question sur la réussite, peut-être, c'est se révolter, réussir. Et Sidi va essayer de réussir. Il va embarquer à bord d'une pirogue. Il y a 300 personnes. Mais ce qui est important, Nafissatou, c'est le rituel avant départ. On voit un peu, il y a une armada, une armée, on disait, un lutteur qui prépare son grand jour. Il y a la famille, il y a les mamans, il y a même l'imam qui représente l'autorité morale. Partir en Europe, même s'il faut prendre les pirogues, devient une légitimation sociale. Absolument.
Absolument. Et j'allais dire... Parce que Sidi est béni par ses parents, il est béni par l'imam. Oui. Et non seulement il est béni par ses parents, mais surtout, je reviens à la figure de la mère qui joue un rôle important. Exactement. Et là, vous me permettrez de faire une petite incartade pour remonter dans le temps, parce qu'il faut savoir que... Et là, on n'est plus dans le roman, on est vraiment dans la réalité. Parce que, n'oublions pas, la réalité, c'est quoi? C'est que depuis les années 2000, et pour ne pas dire... l'année charnière, en 2010, il y a eu ce qu'on appelle la vague d'immigrés clandestins. Barça ou Barça. Barça ou Barça, justement, un mot en wolof pour dire Barça. Donc c'est en Espagne, donc soit je vais en Europe, parce que c'est une métaphore, c'est une analogie pour parler de l'Europe, soit je vais donc en Europe, soit je, Barça, soit on m'enterre, c'est-à-dire soit je meurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces jeunes-là ont conscience que la société les met au défi Oui. encore, revient ce terme, de réussir, malheureusement. Un terme galvaudé, hein, je le concède, hein, c'est vraiment galvaudé. Et puis non seulement la société donc, les met au banc justement donc, des accusés, parce que ils ne servent, en tout cas selon leur entendement, ils ne servent plus à rien dans cette société. Donc ils veulent être dans l'action. Et pour eux, être dans l'action justement, eh bien c'est aller ailleurs. Et ils sont effectivement bénis. Donc c'est la mère en général qui vend, donc soit qui essaie de rassembler une certaine tontine. Exactement. En wolof natt, Oui. donc ou c'est la mère qui essaie de s'endetter. Hein, parfois au détriment de toute la famille, à l'insu du père, parce que le père, en fait, voilà, c'est une figure assez emblématique, peut-être qu'on va, si vous voulez, informer, mais quand tout sera prêt. Et puis, évidemment, la maman en Afrique, c'est une maman poule, c'est une maman protectrice, c'est une maman, si vous voulez, qui épouse le mythe d'Oedipe, le complexe d'Oedipe. Les mamans et leurs fils, tout le monde sait que c'est une grande histoire d'amour. Et là, la maman de Sidi ne va pas faire exception à la règle. Elle va aller, évidemment, consulter les devins. Oui. Un devin, en l'occurrence, il va consulter le marabout, l'imam, qui se trouve être la figure la plus respectable du village. Je dis la figure la plus respectable, mais malheureusement que personne n'écoute, parce que dans ses prêches, dans son sermon hebdomadaire du vendredi, il demande aux gens, aux jeunes surtout, de savoir raison garder, qu'il ne faut pas aller se suicider. Il prie pour eux. Oui, c'est aussi ça la contradiction. On dirait que l'imam, très paradoxal cette figure, il est obligé de prier pour eux, mais il sait plus précisément, plus profondément que ce périple-là ne vaut pas la peine. Mais il n'ose pas le dire à ces jeunes-là. Mais Papa Lune, c'est parce que quelque part, il est impuissant. Vous savez, je ne sais pas, vous demanderez à votre... Ou bien il trouve son compte. Vous demanderez à votre maman ou à vos grandes sœurs, vous savez, comme on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Oui. Une maman qui prend en charge son fils, une maman avec toute la charge émotive, émotionnelle, avec toute la charge historique. Donc je vous invite à revisiter La gardienne du temple de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. La figure de la femme, une figure mais importante en Afrique. Imaginez cette figure avec aussi toute cette beauté intérieure qui va aller voir l'imam du village pour lui dire que mon fils va voyager. Évidemment, l'imam, il est, excusez-moi du terme, et que m'excusent aussi tous les religieux, il est désarmé face à tant de passion, il est désarmé aussi face à tant de volonté. Oui. Il ne peut que prier pour Sidi. Mais en priant pour Sidi, il prie surtout pour sa maman. Il prie pour que sa maman ait le courage, je ne le dis pas dans le livre, mais il prie pour que sa maman ait le courage d'endurer les informations, parce qu'aussi les journalistes, l'information est présente en allant à Cansado. Oui, oui. Parce que quelque part aussi... L'histoire est fictive, mais les lieux sont réels. C'est un réalisme pur et dur. Oui, les lieux sont réels et c'est pour moi l'occasion, parce qu'à chaque fois que j'ai l'opportunité d'être interviewée sur En allant à Cansado, je ne peux pas ne pas rendre hommage à ce que j'appelle, comme le disait Feu Léopold Sédar Senghor, mon royaume d'enfance, Nouadhibou, effectivement, qui ouvre d'ailleurs le livre. Nouadhibou, qui est le premier lieu que je cite En allant à Cansado. Cansado, d'ailleurs, qui est un quartier de Nouadhibou, mais ce n'est pas n'importe quel quartier. C'est un quartier, je veux dire, qui est peut-être juste
à 10 minutes de la plage. Et Nouadhibou, c'est quoi? C'est l'ancien Port-Étienne, c'est à vol d'oiseau de l'Espagne. C'est un lieu, justement, où on est proche de l'Europe. Et ça veut tout dire. Ça veut dire aussi, effectivement, que, comme le dirait le professeur Alioune Badara Diané, in medias res, dès le premier mot en allant à Cansado, on entre dans le voyage avec la mer. Et Sidi va voyager avec des pères de famille, mais surtout avec des étudiants. Et ces étudiants-là dénoncent un peu les grèves récurrentes. L'université qui n'est plus un temple du savoir, mais un lieu où on fabrique des chômeurs. Mais le drame, c'est que ces mots sont toujours là, c'est-à-dire les causes du mal sont toujours présentes. Et quand on voit l'actualité avec le drame récent au large de la Mauritanie, on se demande, mais est-ce que ce drame, on a une solution face à ce drame? Et c'est la question même que Boubacar va se poser. Sommes-nous décisifs? Sommes-nous condamnés face à ce problème, Nafissatou? Et puis, pour compléter d'ailleurs ce que vous demandez, Boubacar, c'est l'homme révolté. Oui. C'est l'homme révolté du roman, tout simplement parce qu'il a eu la chance, lui, d'être un expatrié. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui a été affecté par une multinationale dans laquelle il travaille. Il est chef d'usine, il est directeur d'usine et il est confortablement installé. Mais pour autant, il n'oublie pas la condition de ses frères, il n'oublie pas la condition de l'Afrique, du continent, parce que c'est quelqu'un aussi qui porte le continent sur ses épaules. Il n'oublie pas que des jeunes meurent comme des poissons dans l'eau, en fait. C'est-à-dire... Des appâts. Effectivement, et c'est ça en fait. Et moi, pour moi justement, pour arrêter ce meurtre collectif, ce suicide, c'est pas un suicide pour moi, c'est un meurtre. Ils ne vont pas se suicider. Pour moi, pour arrêter ça, il faut tout simplement, aussi simple que cela puisse paraître, mais aussi peut-être aussi absurde que cela puisse paraître, il faut ouvrir les frontières. Papa Lune, n'oublions pas que le Sénégal, comme presque tous les pays, ont ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des hommes et des peuples, une convention qui dit que les gens sont libres de voyager partout où ils veulent. Mais surtout la Convention de Genève, oui, justement, qui qui dit qu'il y a une libre circulation des personnes et des biens. Pourquoi justement fermer les frontières si tant et que presque tous les pays ont ratifié cette convention? Vous me direz oui, mais c'est vrai, les frontières peut-être doivent être poreuses, mais aussi on ne voyage pas sans titre de séjour, on ne voyage pas sans un titre de voyage. En l'occurrence, on ne voyage pas sans un visa. Vous me direz aussi que peut-être que je suis un petit peu va-t-en-guerre, mais il faut aussi savoir que ce sont les médias, à mon sens, qui ont un petit peu, si vous voulez, augmenté le dénoncer, les médias ont... Absolument. Je veux dire, la tragédie, c'est d'abord celle des médias qui, tous les jours, tous les soirs, et Boubacar en fait les frais malgré lui, parce que voilà, comme c'est un homme très occupé, c'est un responsable, c'est le soir, lorsqu'il a donc dorloté ses enfants et sa femme, qu'il revient dans le salon pour pouvoir éplucher les dossiers. C'est un papa poule pour éplucher ses dossiers. Il a la télé aussi devant lui. Il ne peut pas évidemment s'empêcher de regarder l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est des milliers de jeunes qui échouent sur les plages, en l'occurrence celle de Nouadhibou, ou aussi qui sont pris au piège par des gardes-côtes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit justement de voyager sans titre de séjour. Alors pour moi justement, c'est une question aussi qui demande à ce que les États africains fassent, si vous voulez, des assises sur l'immigration. D'ailleurs, Boubacar le dit, ce passage est important. Oui. La nature a horreur du vide. L'inactivité, l'absence de perspective et la pauvreté avaient eu raison de l'espoir et de la patience des populations. Dans les rangs des milices, on comptait des jeunes. Les coups d'État étaient perpétrés par les plus jeunes dans les armées. Les universités se fermaient une à une et laissaient dans la rue des milliers de bacheliers qui démystifiaient désormais le système éducatif, sans compter les diplômés qui avaient fini par ranger le parchemin dans les tiroirs après d'interminables demandes de stage. Où va le continent? Absolument, c'est une grande question. Où va le continent? Eh bien, le continent ira là où le mènera ces jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'abandonner notre jeunesse. On n'a pas le droit d'abandonner nos cerveaux. Parce qu'aujourd'hui, la grande guerre, c'est quoi? C'est celle des cerveaux. Autant l'immigration clandestine, entre guillemets, est prohibée, autant l'immigration des cerveaux, si vous voulez, coûte bon marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un Papa Lune Sarr veut
aller en France, veut aller aux États-Unis, etc. Mais on lui ouvre, machallah, toutes les portes parce qu'on sait qu'il va... L'immigration choisie. C'est l'immigration choisie, justement. Et c'est pourquoi je dis que c'est un jeu de dupes. On doit ouvrir les frontières, évidemment, en circonscrivant le voyage dans son état le plus normal, c'est-à-dire, oui, vous avez le droit de voyager, mais il faut remplir des conditions. Donc, si on l'avait dit comme ça, je ne pense pas qu'il y aurait tous ces problèmes-là. Mais non, on dit non, on ferme nos frontières parce que vous n'avez pas le droit d'entrer. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'il n'y a pas longtemps qu'il y a cette immigration vers l'Europe. C'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Parce qu'avant, justement, je veux dire, les derniers siècles, avant le XXe siècle, justement, c'était le contraire. C'était l'Europe, c'était le vieux continent qui allait justement donc à la découverte de l'Afrique, à la découverte... Et puis, qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'était des missions civilisatrices. Et maintenant, et aussi quand ils veulent venir, et là, je paraphrase Fatou Diom, quand ils viennent, ce sont des expatriés, quand ils viennent, ce sont des gens qui nous aident pour notre développement. Mais nous, quand on part, justement, c'est des immigrés, c'est des gens qui sont illégaux, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment une sorte de... Il y a les uns et il y a les autres. Il faut que cela cesse. Et la question de la notion est importante. Comme il disait, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur de ce monde. Absolument. N'est-ce pas? Gachet dit même, mal nommer les choses, c'est meurtrier. Doit-on parler de migration clandestine ou d'irrégulière? Parce que Sidi et ses camarades vont être emprisonnés à Nouadhibou. Oui. Sidi se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai commis un mal? J'ai voulu voyager et je suis maintenant dans les geôles où sans l'odeur nauséabonde. Doit-on changer de concept? Immigration clandestine, est-ce que ce mot-là ne dérange pas? C'est un mot qui dérange, c'est un mot qui ne devrait pas être, parce qu'en fait, c'est un faux concept. Oui. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on nous a vendu, mais j'espère qu'à partir du moment où on sait que c'est un subterfuge, à partir du moment qu'on sait que c'est tout simplement un faux ami, j'espère qu'on va se départir de ce mot. Pour moi, l'immigration clandestine n'existe pas. Il y a des gens qui veulent aller voir ailleurs pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons humanitaires. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre chez eux parce que c'est des apatrides, etc. Donc, il faut voir les choses sous cet angle. Et une fois, justement, qu'on aura la lucidité de voir cela sous cet angle-là, évidemment, il y a une chose importante. Il y a que ce sont les politiques qui font les États. Oui. Pour ne pas dire c'est la politique qui fait les États. Donc, il faut qu'on change de paradigme au niveau africain. D'abord, il faut qu'on se rende compte, effectivement, que la jeunesse africaine a soif d'un ailleurs. Mais ce n'est pas pour aller mourir, c'est pour aller améliorer ses conditions de vie. Dans le livre, je le dis, ceux qui reviennent, en général, d'ailleurs, ils sont une sorte de secte dans le village de Sidi. C'est les femmes des migrants, l'association des femmes d'immigrés. Il y a une certaine... Même si c'est artificiel, ce n'est que de l'apparence. En fait, elles vivent en drame, elles n'arrivent pas à voir leur mari temporairement. Voilà. Mais il y a la façade. Voilà, c'est une réussite de façade. Pour reprendre votre première question, c'est une réussite de façade. Mais pour moi, c'est tout simplement aussi pour dire que la jeunesse africaine est plus ambitieuse que ça. Tout le monde aujourd'hui a vu le regain d'attention de la communauté internationale sur l'Afrique. Tout le monde a vu le regain d'intérêt de la communauté internationale sur les richesses du continent. Cela veut dire que nous avons aujourd'hui un continent où tout est à faire. Un continent, justement, qui a besoin de ses filles et de ses fils, mais aussi qui a besoin, justement, que ses fils et ses filles puissent aller découvrir « je reviens à l'ailleurs ». On ne peut pas aujourd'hui construire une nation seulement avec des gens qui ne sont jamais allés nulle part. Je ne fais pas l'apologie du voyage, je ne fais pas l'apologie de l'ailleurs, mais pour moi, ce continent se construira avec ses fils qui sont à l'étranger. Parce que justement, c'est à partir du moment, et là aussi je convoque Fatou Diom, parce que j'ai lu Le ventre de l'Atlantique, quand on part, quand on voyage, quand on a la chance, je dis que c'est une chance, même si en Wolof on dit tout qui natule. Le voyage, c'est une initiation. Le voyage, c'est un destin. C'est quand on sort qu'on se rend compte qu'on a l'immense chance de vivre
dans nos pays. En tout cas, moi, quand je sors, dès que je fais une semaine à l'étranger, je me dis, tiens, mais j'ai une chance de vivre dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Et justement, on se rend compte aussi qu'il y a aussi des choses qu'on doit faire. On doit améliorer notre quotidien. On a envie que nos rues soient aussi propres que celles de... je ne vais pas dire de Paris. Paris n'est pas plus beau que Dakar, attention. Mais on a envie, on a un besoin on s'enrichit d'expérience, voilà, de connaissances. Et on a envie de partager ça avec nos concitoyens. On a envie de mieux vivre. Ah oui. On a envie, par exemple, d'aller à la baie de Han et de trouver que c'est propre. Oui. Et ça aussi, en fait, je veux dire, ce sont les connaissances qui vont nous permettre, justement, de lutter contre, je veux dire, l'érosion côtière, de lutter aussi contre l'indiscipline. C'est ça aussi, parfois, qu'il est bon de savoir, c'est que Même voyager, ça enrichit. Issa va découvrir ça lorsqu'il sera à Las Palmas. Absolument. Il va découvrir que les ruelles sont propres, les rues Oui. sont propres, les gens sont civilisés. C'est vrai. C'est juste une critique indirecte de ce qui se passe ici. Sidi va arriver malgré ses multiples aventures. Mais le voyage n'est pas tout simplement un drame, le temps passe vite. Le voyage est également amour. Quelle rencontre entre Soda et Boubacar dans l'avion? Oui, oui. Alors, je n'ai pas envie, à Papa Luna, il faut qu'on garde quelques secrets pour les j'allais dire pour les téléspectateurs, Mais où est l'histoire de Soda et de Boubacar? Oui. Fugitive beauté. Fugitif amour. Et ça rappelle un peu, je le disais tout à l'heure, à une passante de Baudelaire. Oui, absolument. C'est vrai que il y a de la poésie aussi dans allant à Cansado parce que je ne pouvais pas rester intacte. C'est une lueur d'espoir face à un roman assombri par le drame des jeunes Africains et Sénégalais. Absolument. L'amour. L'amour, parce que finalement, on vit pour l'amour aussi, hein. On vit pour l'amour de sa mère, on vit pour l'amour de sa femme, pour l'amour de ses proches, pour l'amour de son peuple, en fait. Pour moi, chaque pirogue est une histoire d'amour. Et là, ça se joue dans l'avion. Ça se joue dans l'avion parce qu'effectivement, Soda, c'est la femme émancipée, c'est la femme que finalement rêverait d'être beaucoup de femmes en Afrique, mais c'est aussi la femme qui est insatisfaite. Du fait de la société, elle n'a pas de mari. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Et justement, Boubacar va être contre toute attente. Parce qu'effectivement, c'est un hasard. Mais comme dirait l'autre, le hasard n'existe pas. C'est un hasard objectif, comme disent les surréalistes. Absolument. Donc Boubacar va transformer sa vie. Comment ? Le roman vous le dira, mais tout simplement, il faut savoir que ce que je voulais aussi dire, c'était que on finit toujours par aimer, on finit toujours par se rendre compte qu'on ne peut pas vivre tout simplement de richesse et j'allais dire, je veux contrecarrer l'adage qui dit on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Pour moi, on ne vit pas seulement que de richesse. C'est l'amour pour moi qui fait vivre. En tout cas, les syndicats du lecteur de En allant Cansado veulent une suite à cette histoire. C'est entendu. J'espère. Et l'épilogue met de l'eau dans nos bouches. Et quand on finit le roman, on se dit, mais où est passée l'histoire de cet amour fugitif, mais cet amour profond entre deux personnes qui se rencontrent d'une manière hasardeuse dans un cercle fermé? Le drame se passe dans les voyages, l'amour se construit également dans les voyages, et à la fin, on voit que l'espoir, avec la naissance d'un enfant, l'enfant de Soda, oui. Ça c'est un brin d'espoir. C'est l'enfant de l'amour. C'est vraiment, c'est le fruit en fait d'un amour intense entre deux êtres qui se sont rencontrés par hasard et puis après que le hasard n'est plus arrivé à séparer. Et effectivement, mais c'est aussi quelque part, et là je vais paraphraser André Comte-Sponville, qui est un philosophe, qui disait le bonheur désespérément, l'amour désespérément. Et je vais terminer cette notion d'amour qui est un piège aussi quelque part. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'amour, c'est une quête. Et du moment justement qu'on l'a trouvé, il ne suffit pas seulement de cet amour pour le maintenir. Il va falloir justement jouer de beaucoup de choses, beaucoup de charme, jouer aussi d'intelligence pour le conserver parce que c'est vraiment quelque chose de, je ne vais pas dire fortuit, mais c'est factice. L'amour est aussi factice
que le bonheur. Et André Comte-Sponville disait justement, le bonheur c'est un petit peu comme, ah justement, tiens, on y arrive, on sera bientôt Noël. La perspective de recevoir un cadeau, c'est un moment de bonheur pour l'enfant. Mais le jour de Noël, ben, ce bonheur est éteint. Et il va attendre l'année prochaine pour revivre justement ce bonheur. Et l'amour, c'est un petit peu ça. On rêve du prince charmant, on rêve de sa princesse, mais une fois qu'on a cette princesse, ben, il faudra quand même jouer des coudes, il faudra faire autre chose que de l'aimer pour le garder ou pour la garder. En tout cas, merci pour ce cadeau, pour les fêtes de Noël. C'est moi qui te remercie, Papa Lune, pour cette belle émission que j'ai d'abord eu l'occasion de suivre en étant très loin, en voyageant justement, pour te dire que tu as une belle émission, il faut la garder et surtout, il faut maintenir le cap, il faut garder le cap parce que tu es dans la bonne direction. Merci à vous. Merci également, chers téléspectateurs d'ITV. C'était Belle Ligne avec Nafissatou Diouf, avec son roman En allant en Kansando, un roman à lire. C'est tout un plaisir qu'on y découvre avec un style très furtif, une histoire très séquencée. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur ITV.